Bonsoir à tous. Chère Marine, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Installez-vous, je vous en prie. Le hasard de la programmation fait parfois très bien les choses, parce que si vous vous promenez dans l'exposition Denise Bellon, Un regard vagabond, dans la dernière salle, ou du moins dans le dernier couloir qui précède le beau film de Chris Marker et Yannick Bellon consacré à Denise Bellon, il y a une photo de Yannick Bellon dans un canapé, assise à côté d'un jeune homme qui n'est autre que son assistant, Marine Karmitz, à l'époque. Et je dois dire que ce concours de circonstances nous ravit et je trouve personnellement est très, très émouvant. C'est dire que cette soirée est évidemment placée avec Ophir Lévy, qui est maître de conférence à l'Université de Paris 8 en études cinématographiques sous le signe du cinéma. On y parlera, je pense, de vos débuts, de vos films, de vos productions, de la distribution, de la Roumanie, de votre collection de photographies, de votre magnifique collection de photographies qu'on avait pu découvrir à la Maison Rouge sous le titre Étranger résident, si j'ai bonne mémoire, que personnellement j'avais beaucoup admiré, et de votre vie, j'imagine, mais voilà, j'en dis déjà trop et je vais laisser la parole à Ophir Lévy. En tout cas, merci à tous les deux d'être là. Alors bonsoir à toutes et à tous et bonsoir chère Marine Karmitz. C'est d'abord un grand plaisir et un honneur de discuter avec vous, de retracer, comme Paul Salmona vient de le dire, certaines étapes de votre vie. On a 1h30 tous ensemble, 1 heure dans un premier dialogue tous les deux, donc évidemment en 1 heure on ne va pas retracer une vie qui a traversé un certain nombre de grandes étapes, de grandes convulsions aussi du XXe siècle, des moments d'espoir, des moments d'engagement, des moments de projets. On va parler évidemment de vos projets à la fois en tant que créateur, que producteur, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Et lorsqu'on a discuté un peu pour préparer cet entretien, on a voulu retenir trois grands axes, on pourrait dire, de la discussion. Le premier qui concernerait votre rapport à l'histoire, la manière dont vous-même vous inscrivez dans une histoire et dont vous-même avez été peut-être parfois l'acteur de cette histoire. Un deuxième axe autour de votre rapport à la création, à la fois en tant que cinéaste et que producteur, et peut-être un dernier axe de réflexion autour de votre rapport à la judéité, à la pensée juive, à l'identité juive, qui est évidemment une des questions qui vous taraude. Je me souviens du livre de Caroline Brouet, dans lequel elle notait que la question de l'identité juive, de qu'est-ce qu'être juif, était une des grandes questions de votre vie. Alors peut-être pour commencer, juste un petit souvenir, même peut-être 2 petits souvenirs personnels pour dire à quel point Marine Karmitz, son œuvre et finalement la manière dont vous avez accompagné peut-être pour beaucoup de cinéphiles leur entrée en cinéphilie. Quand j'étais, avant d'être étudiant, quand j'étais lycéen, que je découvrais le cinéma, souvent les films qui me plaisaient avaient ce logo, ce sigle étrange. On aurait dit une formule chimique, H2O, CO2, MK2. Il y avait cette espèce de mystère. C'était pas les grandes maisons patrimoniales, c'était pas Gaumont, c'était pas Pathé. Tout d'un coup, à chaque fois que ce sigle apparaissait, il y avait la promesse de films qui ne ressembleraient pas nécessairement aux autres et qui étaient portés par des auteurs que j'admirais. Et c'est sûr que quand on repense aux auteurs que vous avez accompagnés, on croise les noms de Kiarostami, de Kieslowski, de Pintillier, de Godard, de Chabrol, certains avec qui ça s'est plus ou moins bien passé, Louis Malle, Keshish, Haneke. Enfin, on pourrait égrener comme ça les noms de cinéastes majeurs dont les films ont éclos grâce à vous. Et un deuxième petit souvenir, là c'est plus MK2 au sens de l'exploitant, le créateur de toutes ces salles dans Paris. Je viens d'arriver à Paris, je suis étudiant, je suis là depuis quelques mois. On est au mois de mai ou de juin, il fait beau. Tout d'un coup, un énorme orage, mais vraiment qui tombe de nulle part. La pluie s'abat sur nous. Et donc, je cherche à me réfugier. Le seul endroit où il y a un toit, c'est le cinéma MK de Hautefeuille. Donc, je me mets là-dessous. Et je me dis, vu qu'apparemment la pluie continue de tomber, il va falloir que je reste ici un moment. Et je regarde ce qui passe. Je rentre dans le premier film qui est diffusé à cette heure-là. Et c'était le film Voyage d'Emmanuel Finkiel. Et par la suite, j'allais consacrer une partie de ma vie à la mémoire de la Shoah au cinéma. Et le hasard fait que, peut-être sans cette programmation, j'aurais pas forcément eu les mêmes priorités. Donc,
vous avez façonné la vie de beaucoup de cinéphiles. Alors, on va peut-être commencer par évoquer votre propre parcours. Vous êtes né en 1938 en Roumanie. C'est un pays que vous avez quitté à l'âge de 9 ans, en 1947, en fin d'année 47. Entre les deux, bien sûr, la guerre. Et je voudrais vous poser comme première question, quels sont à la fois les souvenirs que vous avez de cette époque? Est-ce que vous en avez d'abord des souvenirs précis de cette enfance roumaine? Et peut-être pour le cinéaste et l'homme attentif à la question du sensible, est-ce que vous avez aussi des souvenirs de sensations d'enfants qui remontent à cette époque? J'ai énormément de souvenirs de cette époque et curieusement, ce sont un mélange de souvenirs joyeux, malgré la guerre, et de souvenirs qui ne sont pas des souvenirs d'ailleurs, qui sont le reflet je pense, d'une atmosphère qui était celle des adultes, c'est-à-dire la peur. Et donc c'était un mélange d'une peur autre, qui n'était pas la mienne. Je jouais, donc je n'avais pas peur, et en même temps de grand bonheur. Et par exemple, j'ai toujours adoré l'odeur des tilleuls. Et je ne savais pas d'où ça venait. Chaque printemps, je cherche les tilleuls à Paris pour me mettre dessous, pour sentir l'odeur des tilleuls. Et je suis allé, il y a quelques années, avec mes fils à Bucarest, et je suis allé leur montrer la maison de mon enfance. Et il y a un grand parc derrière. Et là, tout à coup, j'étais totalement envahi par des tilleuls qui étaient à l'entrée de ce parc. Et j'ai compris que ce bonheur des tilleuls venait de l'époque de la guerre, donc en Roumanie. Mais ce qui est important, je crois, c'était que j'ai été heureux quand j'étais petit, malgré le fait que j'ai pas pu aller à l'école, que j'ai appris à lire et à écrire quand je suis arrivé en France, et grâce à la France, que je voyais quasiment pas mes parents, et qu'il y a eu quand même quelques violences en Roumanie, en partie en 1941, où il y a eu une tentative de coup d'État des ultra-fascistes qu'on appelle les légionnaires, qui sont évidemment, la première chose qu'ils ont faite, c'est s'attaquer aux Juifs. Et donc tout ça, c'était des souvenirs pénibles, mais qui sont pénibles après. Sur le moment, ce que je ressentais, c'était surtout la peur de ma mère, la peur de l'entourage, la peur de tous les Juifs au milieu desquels on vivait. Alors la famille Karmitz, à l'époque, qu'est-ce qu'elle représente? Parce que c'est pas n'importe quelle famille, c'est une famille connue qui a fait fortune notamment dans le commerce de médicaments. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'était votre famille? Le grand-père, je ne suis pas arrivé à remonter au-delà du grand-père, de mon grand-père, qui s'appelait d'ailleurs Marine Karmitz. Et le grand-père, il était au départ vendeur de cannes. Il faut juste le micro, oui. Pardon, excusez-moi. Voilà. Mon grand-père était marchand de 4 saisons. Il vendait des fromages au début. Ensuite, il a vendu sans doute beaucoup de fromages et c'est devenu le grand fromager de Bucarest. Et j'ai encore des réclames où il vendait du fromage français. Et il avait 8 enfants, 4 garçons, 4 filles. Et les 4 garçons ont été habitués à travailler assez tôt. L'aîné était contrôleur de wagon-lit et personnage très étonnant, très extraordinaire. En fait, il était contrebandier. C'est-à-dire qu'on lui demandait d'amener des médicaments. Il faisait la ligne Bucarest-Paris, en passant par Vienne. Et donc, on lui demandait de ramener des médicaments d'Europe ou de France, d'Allemagne ou de France. Et donc, au bout d'un moment, il en a eu marre, je suppose, et je ne l'ai pas vraiment connu pour pouvoir l'interroger, mais enfin, c'est les récits familiaux. Et donc, il a décidé de monter son officine d'achat légal, parce que sinon, c'était la contrebande. Et il a embauché son second frère, qui, lui, était plutôt spécialisé dans les paquets. Il a toute sa vie fait des paquets. Et ensuite, il a embauché le troisième de ses frères et mon père.
Ils ont tous commencé à travailler très jeunes et il y a en principe une tradition familiale qui est qu'on doit commencer à travailler à 13 ans, ce qui est un très bon âge pour commencer à travailler, je pense. Donc on devrait, je pense, réfléchir à ça pour la retraite, commencer à travailler à 13 ans, quoi. Et donc, j'ai aussi commencé à gagner un peu d'argent à 13 ans. Mais c'est une très bonne tradition. Et donc voilà, et ils sont devenus les plus grands importateurs, exportateurs, surtout importateurs de produits pharmaceutiques et chimiques pour les Balkans, la Roumanie et les Balkans. Et ce qui fait que quand on est parti, et que ce départ s'est fait dans ce contexte dont vous avez sans doute dû entendre parler, qui avait commencé déjà à l'époque, c'est-à-dire en 1947, c'était échanger sa vie contre ce qu'on avait. C'était tout ce qu'on pouvait avoir, il fallait le donner. En contrepartie, on avait des passeports. Et donc, on est parti assez nombreux avec des passeports et puis plus rien. En tout cas, plus rien d'officiel. Je suppose qu'il devait avoir un peu d'argent planqué en Suisse ou en France. Mais sinon, il n'y avait rien, quoi. Voilà. Et alors, quelles étaient les langues ou là où les langues qu'on parlait à la maison? Moi, j'ai appris l'allemand. Ma première langue maternelle a été l'allemand. Mais j'avais une nurse allemande et qui a été fourrée dans un camp de concentration parce qu'elle travaillait chez des juifs. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté puisque j'ai un handicap absolu. Je suis vraiment l'handicapé des langues, à savoir que je ne parle aucune langue, si ce n'est le français, que j'ai appris en France. Et vos parents, vous parlaient quelle langue? Ma mère parlait 5-6 langues, mon père, non. J'ai retrouvé aux Archives nationales, dans le dossier de naturalisation de votre famille, une lettre que votre mère envoie en expliquant l'amour qu'elle a de la France. Apparemment, elle maîtrisait quand même déjà le français en Roumanie. Ben oui, parce qu'elle a été élevée en province chez les sœurs de Sion. Les sœurs de Sion, c'était leur grande spécialité, c'est peut-être toujours de convertir les juifs. Et donc, elle a passé toute son enfance et son adolescence à être convertie, quoi. Et ils ont fait un beau mariage. C'était la femme la plus belle, je pense, de ce milieu, et lui, sans doute, le jeune homme le plus riche de ce milieu. Donc, c'était un beau mariage. Mais c'était un mariage arrangé, comme souvent à l'époque, comme encore maintenant d'ailleurs, souvent. Et donc, je ne suis pas sûr qu'ils aient été très heureux ensemble. Je crois qu'elle s'appelait Goldenberg, si je ne dis pas de bêtises. Oui, non, ça c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'appelait Goldenberg et mon grand-père maternel a été médecin militaire. Ce qui nous a beaucoup surpris, mais on a retrouvé une photo de lui en tenue militaire. Il était colonel, ce qui est extrêmement rare, surtout pour des juifs, qui étaient interdits d'armée. Et il a changé son nom en Munteanu. Munteanu, c'est un peu presque l'équivalent de Goldenberg, mais en roumain, c'est-à-dire Mont d'Or, quoi. Hein. Et donc, le problème, il a fait une chose formidable parce que c'est ce qui a sauvé mon père et mon oncle de la tentative que les légionnaires ont fait. C'était je crois, le 5 ou 6 janvier, si je me trompe, 41, où ces légionnaires ont tenté de prendre le pouvoir contre le maréchal Antonescu. Et ils ont amené, d'après ce qu'on m'a raconté, ça je n'ai pas vu, mais ils ont amené un grand camion avec des bidons de vitriol pour les dissoudre dans le vitriol. Et donc ils ont été prévenus, heureusement, et ils ont pu fuir. Et la première étape de leur fuite a été justement chez Munteanu, Mont d'Or. Et donc ils ont pu se sauver de cette façon. Oui, puisque vous évoquiez cet épisode, est-ce que vous pouvez nous dire, apparemment vous avez connu d'assez près les dangers, en quoi consistait le fait d'être juif à ce moment-là. Comment est-ce que votre famille a pu s'en tirer? Comment votre famille a pu échapper
à la déportation ou à l'assassinat. Mais j'ai mis un certain temps à essayer de comprendre. Et c'est pas évident. Grâce à un historien qui s'appelle Radu Ioannid, qui a fait un travail extrêmement sérieux de recherche sur la Shoah en Roumanie, j'ai commencé à comprendre ce qui pouvait se passer. Il se trouve qu'il y avait à peu près plus de 700 000 juifs en Roumanie. Il y a eu 350 000 morts, et tués dans des conditions absolument abominables, parfois de façon plus brutale que des juifs dans les camps. C'est-à-dire certains étaient brûlés vifs, etc., etc. Et il a refait cette histoire. Il travaillait pour Washington, pour le mémorial de Washington. Et un jour, il m'a contacté, parce que je venais de publier un bouquin. Il m'a dit, je viens de trouver, parce que les Américains sont chargés d'acheter les mémoires, enfin ce qu'on peut trouver au ministère de l'Intérieur et aussi à la Securitate, sur ce qui s'est passé pendant la guerre, c'est-à-dire en fait les crimes économiques. Ce que les historiens recherchaient, c'est les crimes économiques. Et il y avait un très gros dossier fait par mon père. Et est-ce que vous voulez voir ce dossier? J'ai dit évidemment, bien sûr. Et donc, je l'ai rencontré. Et lui m'a beaucoup appris. Et il faut lire le livre de Radu Ioannid. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et c'est abominable, parce que c'est vraiment, il tenait, par exemple... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait la périphérie de la Roumanie, c'est-à-dire la Transylvanie, la Bucovine, la Moldavie, il y avait beaucoup de juifs, ils ont été massacrés. Et il se trouve que ce qu'on appelle le Vieux Royaume, qui est autour de Bucarest, a été très préservé. Par exemple, à Bucarest, il n'y avait pas de ghetto. Il y avait un quartier juif, mais pas de ghetto. Et je ne sais pas quelles sont les explications de cela. Mais il y avait sans doute, parce qu'il y avait le roi, parce qu'il y avait une tentative, enfin il y a des choses très complexes que Ioannid raconte, mais cette partie-là a été préservée. Et ce qui s'est passé, et c'est les questions que j'ai posées à mon père, mais sans doute pas suffisamment, je n'ai pas suffisamment posé de questions, c'est qu'ils achetaient, il y avait des échanges. Il y avait, on retrouve ça dans les mémoires du grand rabbin de Bucarest, qui raconte comment lui, chef de la communauté juive, et aidé par la famille Karmnitz, ont acheté des juifs contre des médicaments, contre des godasses, etc., dont les Allemands avaient besoin pour leurs troupes en Russie. Bon. Et donc c'était cette méthode d'achat particulière, manifestement, a continué avec les communistes, hein, puisque ça a continué jusqu'à Ceausescu. Bon. Et donc, c'est sans doute cette relation d'échange qui les a protégés. Eux et d'autres riches juifs de Bucarest. Et donc au lendemain de la guerre, quand la guerre se termine, vous allez rester quelques années encore en Roumanie, mais en 1947, votre famille quitte le pays. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi votre famille quitte le pays et comment elle arrive jusqu'en France? C'est-à-dire qu'il y a eu un petit temps entre le moment où les Russes, les troupes russes sont arrivées à Bucarest et le moment où le Parti communiste a pris le pouvoir, il y avait un semblant de système démocratique. Et ils ont négocié avec... Ils se savaient extrêmement menacés, et ils ont négocié contre l'ensemble de leurs biens, mais vraiment l'ensemble, la possibilité de partir. Des passeports. Et donc, on est parti à 40, donc en 47. Et ensuite, d'ailleurs, les dirigeants communistes, Giorgio Dej et Anna Porca, se sont installés se sont installés dans la maison de mon oncle, qui était la plus belle maison de Bucarest, semble-t-il. Et c'était devenu leur quartier général.
Et par quel moyen de transport vous quittez la Roumanie? Oui, on est parti d'abord dans un train, mais qui était... il fallait pas qu'on sache qu'on partait, parce que c'était la panique. Effectivement, pendant 6 mois, il n'y avait pas eu de médicaments en Roumanie. Et c'était pourtant les débuts de la pénicilline. Et on est parti en bateau. Alors là, c'était un bateau qui... essentiellement, beaucoup de juifs, et tout le monde voulait descendre le plus vite possible. Il y avait en plus des histoires autour des bateaux. Il y a eu un bateau en 1942 où il y avait 800 réfugiés juifs qui avaient loué ce bateau, qui était un bateau dans un état épouvantable, mais ils étaient prêts à n'importe quoi pour quitter la Roumanie. Et ce bateau a été d'abord tombé en panne et a été bloqué à Istanbul. Et au bout de, je crois, 70 jours, ou en tout cas une longue période de hockey où ils crevaient de faim, les Turcs ont pris le bateau, ils l'ont balancé dans la mer Noire, et le bateau a été torpillé par un sous-marin soviétique. Il y avait 110 enfants sur le bateau, 800 juifs, il y a eu un survivant. Donc le bateau, c'était certainement un souvenir qui traînait dans les mémoires de tout le monde. Bon, enfin, on était sur un bateau, on est passé d'abord par Istanbul, on n'a pas pu descendre. C'était le 31 décembre, d'ailleurs 25 décembre, 31 décembre, autour de ces dates-là. Je me souviens d'un arbre de Noël sur le bateau. On est allé ensuite à Beyrouth, on n'a pas pu descendre. À Haïfa, on nous tirait dessus. Mais par contre, souvenir magnifique. Il y a des bateaux qui venaient, qui balançaient sur le pont des choses que j'avais jamais vues. C'est un truc rouge et un truc jaune. Et tout le monde se battait pour le récupérer, tout ça. Et il y avait une personne qui m'a tendu un machin jaune et rouge en disant tu peux le manger. Et effectivement, c'est la première fois que je voyais une banane et une mandarine. Bon. Et donc je garde une grande passion pour les mandarines. Et bon, donc en Israël, donc on peut pas descendre. On continue sur Naples. Là, on peut descendre parce que l'armée américaine était à Naples, mais les Italiens ne voulaient pas qu'on aille au-delà du port. Donc on est remonté sur le bateau et c'est la France qui nous a accueillis. Et c'est grâce à la France que je suis là. Et donc là, vous allez avoir une première scolarité à Nice à cette époque? Oui, où j'ai appris le français et j'ai appris à lire et à écrire parce que j'avais 9 ans. Je ne savais ni lire ni écrire. Je n'étais pas allé à l'école. Et j'ai appris assez vite à lire et à écrire à l'école communale du Montboron. Ensuite, j'ai fait une année au lycée du Parc Impérial à Nice et on est venu à Paris. C'est-à-dire qu'on était dans l'opulence quand on est arrivé et 2 ans après, on était plutôt dans une relative misère. À Paris en particulier, c'est-à-dire que tout l'argent était parti en tentative ratée de refaire fortune. Et là, ça a été un moment assez complexe. Surtout, alors là, c'est très intéressant, parce que je pense que autant les souvenirs de guerre... J'ai vu passer des bombes qui tombaient à côté de la maison, des tremblements de terre. J'ai passé quand même une nuit avec un pistolet sur la gueule parce qu'il voulait faire dire à ma mère où était caché mon père, etc. etc. Bon, donc des situations assez dramatiques ou éventuellement traumatisantes. Je n'ai pas le sentiment d'avoir vécu ça durement. Je le sais que je l'ai vécu durement, mais dans d'autres types de manifestations. Je ne supporte plus la moindre menace. Il suffit qu'on me menace pour que je devienne vraiment déchaîné, quoi. Et donc, c'est lié à ce type de situation. Mais surtout, ce dont on parle très peu, c'est la situation de l'immigration.
Et là, par contre, ça a été très dur. C'est se retrouver dans la solitude, en tout cas pour moi, gamin, mais je crois que pour mon père, c'était encore plus terrible, pour ma mère, un peu moins, parce qu'elle était assez à l'aise en France, mais pour moi, gamin, être étranger était insupportable. C'était la solitude absolue. Je n'avais pas de copains, j'ai changé d'école souvent, on connaissait personne, personne ne nous recevait. Hein. Je me souviens, il y avait des rallyes pour les catholiques, des rallyes pour les protestants, il y avait aussi des rallyes pour les juifs, mais on n'en faisait pas partie. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans les juifs bien reçus. Bon, c'était des immigrés. Hein. Et cette situation-là, je pense que c'est ça qui a été l'élément fondamental de l'ensemble de ma réflexion après. J'ai fait une exposition il y a quelques années à la Maison Rouge qui s'appelait « Étrangers résidents ». Et je me suis, à partir de ce moment-là, toujours considéré comme un étranger résident. Et je pense que l'histoire juive, c'est d'être des étrangers résidents. Et je ne sais pas être autre chose que étranger résident. Donc, on en parlera si vous voulez. Oui, c'est une question qui se reflète dans les archives, hein, puisque la demande de naturalisation qui est faite à la préfecture de police, enfin en tout cas qui passe par il y a des rapports de la préfecture de police, il va y avoir 3 ans. Pendant 3 ans, ça va être différé. Et l'argument qui est donné, c'est bon, une famille qui semble respectable sous tout rapport, mais, et c'est écrit dans le rapport, il y a écrit loyalisme encore à démontrer, loyalisme insuffisant. C'est-à-dire, on se pose encore la question de savoir si cette famille qui demande à être française, à être naturalisée, fait montre d'un loyalisme à la République française. Et c'est intéressant. Alors ça, c'est pas quelque chose qui était envoyé évidemment aux familles, mais qui, à l'intérieur même des archives de la préfecture de police, s'échangeait. Mais ça, c'est la partie, disons, institutionnelle. Étranger résident, c'est autre chose encore. C'est réfléchir à ce que c'est que l'exil, et ce que c'est que la résidence en exil, et ce que c'est que être juif. Parce que j'étais étranger résident, non pas en tant que roumain, mais en tant que juif. Et d'autant plus que je me suis jamais senti en aucune façon roumain. Je me sens profondément français, profondément attaché à ce pays et lui devant tout. Donc, étranger résident, c'est un état et intellectuel, et spirituel, et physique particulier, qui est celui de la diaspora, de l'importance de la diaspora, ça on peut en parler, et comment dire, évidemment, on n'est pas, on est dans des nations, mais dans des nations qu'on est chargé d'alimenter en transformation possible. On reviendra peut-être sur cette figure de l'étranger quand on parlera un peu plus tard de votre rapport au judaïsme. On évoquera peut-être la figure d'Abraham aussi par rapport à cette question de l'accueil de l'étranger. Peut-être pour avancer dans le temps, comment est-ce que vous découvrez à la fois le cinéma, c'est-à-dire comment vous vient cette passion du cinéma, probablement j'imagine dans l'adolescence, et comment au même moment, est-ce que c'est le cas d'ailleurs, vous vient aussi le souci de l'engagement, et en l'occurrence de l'engagement politique et militant? D'abord l'engagement. Ça a commencé très, très jeune. J'ai été dans un grand état de révolte, de solitude et de révolte. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer un professeur de philo qui était un ami de ma mère dans mon lycée. Et ce professeur de philo était le secrétaire de la cellule du Parti communiste du lycée. Il s'appelait Gilbert Murier. Il m'a appris à lire d'une certaine façon. Et ça, c'est aussi... je viens de vous parler de la douleur de la solitude. En même temps, grâce à cette solitude, j'ai beaucoup lu.
Et j'ai été plongé dans les livres. Et donc, très jeune, j'ai lu énormément de livres. J'ai lu Sartre à 13 ans, 14 ans, etc., etc. Et donc, cette éducation-là a joué un rôle très important, parce que ça m'a amené à réfléchir, à passer de l'état d'enfant à un état d'adolescent. Et donc, Gilbert m'a amené à, par exemple, côtoyer le marxisme. J'étais plongé d'abord dans Les communistes, livre d'Aragon, 6 livres ou 7 livres d'Aragon, une grande série qui s'appelle Les communistes. Je ne vous conseille pas, il a fait mieux que ça. Mais bon, à l'époque, il dirigeait les lettres françaises. Donc, tout le monde lisait Aragon quand on côtoyait un peu cette gauche-là. Puis très vite, et c'était le début de la guerre d'Algérie. Et ça a aussi été un élément extrêmement formateur. Parce que le Parti communiste et la guerre d'Algérie, c'était 2 éléments qui étaient une prise de conscience très rapide, d'autant plus que là, je trouvais des copains. Là, j'étais plus seul. Là, j'étais on distribuait des tracts, on se faisait casser la figure par les FAF, par les fascistes, qu'on retrouve d'ailleurs maintenant, enfin, ils n'ont pas changé. Et c'était prodigieux, quoi. C'est-à-dire, c'est un autre monde pour moi. Et je suis devenu très vite secrétaire de cellule des jeunesses. À l'époque, ça s'appelait l'UJRF, l'Union des jeunesses républicaines de France. On était républicains, coup-ci, coup-ça. Et donc, je me retrouve secrétaire de cellule. Et effectivement, j'étais efficace, quoi. J'ai commencé avec une cellule de 7 copains, 7 élèves comme moi. Et très vite, en quelques mois, on était 70. Et donc, on commençait à agiter beaucoup les lycées contre la guerre d'Algérie. Jusqu'au moment où je me suis fait convoquer par les profs qui m'ont dit non, on est dans l'alliance avec nos camarades socialistes. Il y avait Guy Mollet, Mitterrand, ministre de l'Intérieur, Guy Mollet, président du Conseil, Lacoste, etc., qui menaient des guerres très coloniales, très violentes en Algérie. Et nous ne pouvons pas tolérer le désordre, vous amenez un désordre pas possible, donc on arrête. Et ils m'ont coupé tous les moyens de militer. J'ai dû arrêter. Et donc je me suis senti complètement largué. Puis la cellule a continué sans moi. Et là, de nouveau, dans une situation de très grande solitude. Et qui a pu se résoudre grâce à un ami qui s'appelait Gérard Veil et qui était un peu adopté par mes parents, qui était mon meilleur copain, et qui m'a présenté, et qui m'a emmené découvrir les cours de Henri Atlan, qui était le premier cours d'études juives à l'époque, où il y avait d'ailleurs Lévinas et d'autres qui étaient là, qui participaient à ces cours. Et justement, ça c'est une question que je me posais. Quel était le rapport au judaïsme de votre famille ? Est-ce que vous avez été élevé dans la religion juive ? Est-ce que vous avez fait votre bar mitzvah ? Est-ce que vous aviez une pratique régulière, par exemple les fêtes, la synagogue, le Shabbat ? Alors carrément, rien du tout. Rien du tout. Ma grand-mère parlait yiddish. Elle faisait toute seule des fêtes que je ne comprenais pas parce qu'elle ne me les a pas expliquées. Mon père, rien. Et ma mère, elle avait plutôt beaucoup pratiqué le Christ à Notre-Dame de Sion. Et donc, non, c'était nul. Et là, mais j'ai découvert autre chose. Je n'ai pas découvert la religion juive. J'ai découvert quelque chose de magnifique qui est l'étude. La religion, je ne sais pas ce que c'est, mais l'étude, je sais. Enfin, j'ai commencé à comprendre, à essayer de comprendre ce que ça pouvait être. C'est très long et on met toute sa vie à comprendre. Mais
c'est Henri Atlan qui m'a ouvert les yeux, qui m'a ouvert la tête. Enfin, pour moi, ça a été, comment dire, le bonheur, et c'est toujours le bonheur absolu. Enfin, c'est là où je trouve réellement mon épanouissement. Oui, on est ici à la fin des années 60. C'est quand Henri Atlan organise chez lui Non, on est même au début des années 60. Début, ouais. Enfin, non, on est entre les années. Non, j'ai commencé au début des années 60 et j'ai continué jusqu'à ce qu'ils partent aux États-Unis et ensuite en Israël, où là, les cours ont arrêté. Dans les années 65, 6, par là, je pense. Alors peut-être revenons justement à cette fin des années 50, début 60, le moment où vous entrez dans le monde du cinéma, mais d'abord par l'étude, alors au sens des études de cinéma. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous entrez à l'IDEC, donc qui était la grande école, l'ancêtre de la FEMIS, créée en 1943 d'ailleurs, sous l'occupation. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous entrez à l'IDEC à l'époque, en 57 ? C'est-à-dire que, étant particulièrement conscient de mes limites, c'est-à-dire, j'écrivais, mais pas très bien. J'ai toujours écrit mes scénarios, mais pas très bien. J'étais un très mauvais dessinateur. Je n'ai pas l'oreille musicale. Je ne suis pas poète. Bon, il ne me restait pas grand-chose, quoi. Et donc, par contre, j'étais absolument fasciné par le cinéma. Mais j'ai commencé par être fasciné par Georges Guettari, parce que j'ai vu un tournage en bas de chez nous, à Nice, un type avec une grande voiture décapotable, un grand chapeau, qui attendait une fille, pin-up, qui montait dans son américaine décapotable, et ils partaient tous les deux. Et pour moi, c'était Byzance, quoi. C'était fantastique, c'était le rêve. Et je me suis dit, ça, j'aimerais bien. C'est un endroit où je peux rêver, quoi. Et la réalité est un peu différente, mais j'ai commencé par ce rêve-là. Être Georges Guettari au volant d'une voiture américaine, quoi. Et donc vous allez tenter le concours de l'IDEC en réalisation, mais ça ne va pas marcher. Et vous tentez juste après celui en prise de vue ? C'est-à-dire que je voulais. Il y avait deux moyens de faire du cinéma. C'est soit familial, donc ça c'était impossible puisque mes parents connaissaient personne, ou passer l'IDEC. Et je rate l'examen, alors que j'étais plutôt très brillant. J'ai retrouvé des notes de mes profs de l'époque qui étaient des extraordinaires professeurs. Hein. J'ai fait une classe préparatoire au lycée Voltaire et il y avait Jean-Louis Bory, pour ceux qui s'en souviennent, Georges Chadoul, etc. etc. Et je me fais lourder à l'examen de réalisation. Et il venait d'inaugurer, l'année où je me suis présenté, une section opérateur. Sauf que la section opérateur, c'était des maths plutôt supérieures, physique, etc. J'étais nul, carrément. Et j'ai bachoté comme un fou pendant tout l'été avec deux copains, qui s'appelaient les Jacobi, les frères Jacobi, qui étaient des matheux de l'école normale supérieure. Et je suis arrivé à passer cet examen, on était une centaine, et il n'y avait que 4 reçus. Et donc je suis rentré comme opérateur à l'IDEC, ce qui a été le plus grand service que l'école ait pu me faire, c'est me refuser comme réalisateur et m'accepter comme opérateur. Parce que c'est là où j'ai appris mon métier. Alors comment vous allez passer d'opérateur à réalisateur ? Entre autres avec une dame qui est photographiée ici, d'ailleurs je participe à cette photo dont on parlait tout à l'heure, grâce à Yannick Bellon. Parce que mon copain Gérard Veil louait une chambre dans l'appartement de Denise Bellon, dont vous voyez les photos ici. D'où ce hasard effectivement étonnant, et cette rencontre hasardeuse entre l'exposition de Yannick et ma présence ici ce soir.
Vous allez faire un court-métrage qui s'appelle Les Idoles, où vous évoquez, avec un peu d'ironie, de distance, les idoles yéyé de l'époque. Avant, j'ai fait plein de trucs. Avant, j'ai fait... d'abord, j'ai participé à des mouvements pour la paix en Algérie, qui étaient parfois assez violents. J'étais assistant. J'étais assistant d'Agnès Varda dans Cléo de 5 à 7. J'étais assistant de Jean-Luc Godard. Pour très longtemps, j'étais son valet de chambre, quoi, pendant 2 ans à peu près. Ensuite, j'étais son producteur, etc., etc. On a une longue histoire avec Godard. Et puis, j'étais loin de la Révolution jusqu'en 68. Donc j'ai fait des films comme opérateur aussi. Je voulais faire de la réalisation et j'ai eu une commande pour faire ce court-métrage. À l'époque, c'était le début de Johnny Hallyday et de son groupe. Donc ça, c'était le premier court-métrage. Mais après, j'ai enchaîné. Je cherchais tout de même à faire des films, disons des films personnels. Et j'ai enchaîné avec 2 autres courts-métrages. L'un avec... Et là j'ai eu des chances extraordinaires, parce que j'ai rencontré 2 personnes extraordinaires, dont l'une particulièrement extraordinaire, c'était Marguerite Duras. Et j'ai fait un film avec elle qui s'appelle Nuit Noire Calcutta, dont elle a tiré un livre. Ce qui est assez rare. D'habitude, on fait le contraire. On fait des films à partir des livres. Et elle a tiré un livre qui s'appelle Le Vice-Consul. Et c'était mon premier film avec des acteurs, etc. Et là, j'ai beaucoup appris. En particulier, j'ai appris la modestie, ce qui est une chose très importante et qui est à apprendre, parce qu'on ne l'a pas naturellement. Et comment ? Parce que le film a été sélectionné à un festival très important qui était le Festival de Tours, l'équivalent du Festival de Cannes à l'époque, pour le court-métrage. Et j'ai les gens qui l'avaient vu à Paris, dont Jean Paulhan, dont Peter Brook, dont quelques personnes que j'admirais beaucoup, trouvaient le film formidable. J'ai eu des mots magnifiques, extraordinaires. Enfin bon, je n'étais pas le genre de Paulhan, par exemple, qui était assez avare en compliments. Donc, je pense arriver au Festival de Tours en conquérant. Puis le film passait le samedi soir, la meilleure heure possible, etc. 2 projections de suite. Et après la première projection, la salle debout en train de m'insulter et d'insulter Maurice Garrel, qui était l'acteur du film. Donc j'étais très choqué. Et deuxième projection, pareil, c'est-à-dire les hurlements, assassinés, quoi. Et là, pendant 6 mois, j'ai rasé les murs. J'ai rien fait, j'ai regardé passer les bateaux. Et voilà, puis j'ai recommencé. Et j'ai définitivement, je crois, pour le restant de mon existence, j'ai eu les oreilles ramenées à leur horizontalité ou verticalité normale, quoi. Mais c'est une époque où vous fréquentez la fine fleur de la modernité littéraire des éditions de Minuit, puisque vous allez avoir un projet aussi avec Samuel Beckett. Oui, alors je fais donc ce film avec Marguerite, et puis je tombe amoureux d'une pièce de Beckett qui s'appelle Comédie, qui était très étonnante, qui était jouée par Delphine Seyrig, Eleanor Hirth et Michael Lonsdale. Et je vais voir l'éditeur, Jérôme Lindon, qui me prenait pour un jeune fou. Et qui dit, écoutez, je vais en parler à Beckett. Et il me fait rencontrer Beckett. Et j'arrive à le convaincre. Et il me dit, d'accord. Et là, c'est vraiment le hasard absolu, cette rencontre avec Beckett, qui a eu une importance énorme pour moi. Parce que j'ai passé 1 an avec Beckett tous les jours. C'est-à-dire, on avait rendez-vous à 1h de l'après-midi à la closerie des Lilas, devant des whiskies irlandais, parce que c'était le seul endroit où on pouvait trouver des whiskies irlandais. Et puis on continuait de 1h de l'après-midi à 5h du matin à fréquenter les bistrots
les uns après les autres, comme ça. D'abord pour Montparnasse, où de temps en temps on rencontrait Giacometti, qui lui aussi fréquentait les bistrots. Lui venait de l'autre sens, mais il y avait une rencontre. Il y avait en particulier une rencontre assez émouvante, parce qu'il y avait une vendeuse qui avait un panier de fleurs, qui était très mignonne. Et je voyais bien que Beckett, il la trouvait très jolie. Et il lui faisait une cour un peu maladroite. Vous voyez comme il est magnifique, etc. Et Giacometti aussi. Et donc, ils étaient un peu jaloux, l'un de l'autre. Bon, tous les deux aussi magnifiques. Et donc, ensuite, on allait jouer dans un espèce comment dire, de repère de clochard, boulevard Sébastopol. On allait prendre quelques coups et puis on se ramenait l'un l'autre. Il habitait devant la prison de la Santé. C'était assez étonnant parce que vraiment devant la prison de la Santé, on voyait les prisonniers à 6 heures du soir qui se balançaient des messages d'une fenêtre à l'autre. Je ne sais pas comment ils pouvaient vivre là, quoi. Mais comme il m'invitait et m'a fait découvrir le rugby, c'était très étonnant parce qu'il me disait tout le temps qu'il était aveugle. Et en fait, Joyce, il a été secrétaire de Joyce, il était amoureux de la fille de Joyce. Et donc, il me disait qu'il était aveugle. Et il avait une télé minuscule. Et il voyait mieux les ballons que moi. Et donc, les matchs de rugby, les 5 nations, etc., c'était extraordinaire parce qu'il était vraiment comme un fou, quoi. Donc, j'ai commencé à aimer le rugby grâce à lui. Et donc, on était au milieu des types qui se balançaient les messages à travers les barreaux des fenêtres. Donc, c'est une atmosphère assez beckettienne. Mais le personnage extraordinaire. Parce que il a quelque chose que j'ai peu rencontré, ou rarement rencontré, c'est qu'il donnait du poids aux mots. Vraiment. Et c'était pas de faux poids ni des fausses mesures. C'était des vrais poids. Les mots prenaient leur sens et c'était incroyablement formateur en ce qui me concernait. Quand vous dites vrai poids et fausse mesure, est-ce que ça fait sens par rapport à ce que vous retrouvez dans l'étude Bien sûr. C'est même pour moi un des éléments essentiels, des éléments de base de comment... bon, puisqu'on va faire un petit détour par ça. Comment se débarrasser du faux? Comment lutter, plus exactement, comment lutter contre le faux? C'est incroyablement important, puisque le faux, c'est aussi le vol, c'est aussi le mensonge, c'est aussi la diffamation, les dénonciations. Ça, c'est contenu dans le faux. Et alors moi, j'ai commencé par l'appliquer très bêtement, comme j'aime beaucoup les tableaux, etc. Je dis, il est hors de question, j'ai des faux tableaux chez moi. Donc, je suis devenu extrêmement attentif et spécialiste en regardant ce qui était vrai et faux. Mais en regardant ce qui est vrai et faux, on apprend énormément de choses. Parce que sinon, comment est-ce qu'on va distinguer? Et donc, c'est tous des mécanismes comme ça qui se mettent en place. Je le dis de façon extrêmement plate et exprès banale pour me faire comprendre. Mais comment on applique dans la vie quotidienne, en permanence, des éléments qui sont des règles de vie, des façons de vivre qui sont indiquées en permanence dans les textes. Oui, merci. Je pense qu'on va pouvoir revenir tout à l'heure là-dessus, sur cette question aussi d'un enseignement éthique par rapport à la question de l'image, de la représentation, et on pourra développer cette question. Peut-être avant d'y venir, comment est-ce que vous articulez le moment, on va dire 68, l'engagement et les 2 longs métrages que vous réalisez, Camarades et Coup pour coup? C'est-à-dire qu'avant 68, j'avais fait un long métrage qui était lié à la critique de la société de consommation. C'est-à-dire, c'était
C'était mon insatisfaction. Et on retrouve ça dans un certain nombre de livres, de films, etc. C'était... on était dans les 30 Glorieuses, tout fonctionnait très bien, sauf que c'était pas agréable à vivre. C'était insupportable. Pas insupportable. C'était, de mon point de vue, bien mieux que ce qu'on vit maintenant. Mais c'était... comment dire, on était gâtés, on était trop gâtés, on était des enfants gâtés. Bon. Donc j'ai fait un film sur les enfants gâtés. Quoi. Et arrive 68. Et arrive dans 68 quelque chose qui pour moi a été très formidable, très fascinant. C'était un bonhomme qui s'appelle Danny Cohn-Bendit, qui était ici d'ailleurs il y a un mois, et qui est un personnage très extraordinaire. Parce que il était le contraire de tous les schémas dogmatiques qu'on pouvait connaître, que j'ai connus à l'intérieur du Parti communiste, à travers les partis communistes, à travers la parole des communistes, etc. Il faut bien comprendre que jusqu'en 68, il y avait le Parti communiste. Si on voulait lutter, si on voulait se battre, les socialistes qui voulaient... Bon, ça, c'était pas très fun, enfin, c'était pas très passionnant de se dire socialiste. Et tout le reste... il n'y avait pas grand-chose. Bon. Si, il y avait De Gaulle, mais on était incapable de comprendre ce qu'il représentait, parce qu'on ne savait rien, et ça c'est important, on ne savait pas grand-chose de ce qui avait été la résistance, la collaboration et ce qui s'était passé en France pendant la guerre. C'est des choses qu'on a mis en place après 68, en particulier dans les groupes que j'ai côtoyés, avec lesquels j'ai lutté, qui étaient la gauche poétarienne, autour de Béni Lévy, etc. On a commencé à parler de la résistance, du massacre des Juifs, etc. Il faut bien remettre ces dates en place. C'est à partir de 69 que tout ça a commencé à revenir et à ce qu'on y prête attention. Et donc, je fais ce film, arrive 68, et là, une question se posait, pour nous tous d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on fait, quel rôle on a dans la vie, à quoi sert on considérait qu'on avait un certain pouvoir en tant qu'intellectuel, en tant qu'artiste. À quoi était-il utile ou pas? Qu'est-ce qu'on en faisait? Et comment était notre pratique? Est-ce que ça a changé notre pratique artistique ou intellectuelle? C'était des questions qui se posaient vraiment à la Sorbonne tout le temps. Et donc, j'ai arrêté de penser comme les éditions de Minuit, c'est-à-dire Jérôme Lindon et Samuel Beckett, et en essayant de me mettre à la disposition des luttes qui commençaient à se mettre en place, et de faire des films sur la prise de conscience, d'une part, et sur la parole que je pouvais donner aux gens qui luttaient, en particulier les femmes. Et ces deux films, comment ont-ils été reçus à l'époque Les camarades a plutôt été plutôt très bien reçu. C'est pas des succès populaires, hein. Mais camarade de passé à Cannes, a été sélectionné à Cannes dans la semaine de la critique qui commençait. Il fait tous les festivals. Pour vous raconter, camarade, je me suis retrouvé en 69 à New York. Il passait au festival de New York. Il y avait d'ailleurs Truffaut, etc. Enfin, il y avait du beau monde à l'époque à ce festival. Et à la fin de Camarades, ça se termine sur l'international, drapeau rouge et international. Je me suis dit que j'allais me faire lyncher, quoi, au Lincoln Center. Et 2500 places, ou quelque chose comme ça. Et il y a une lumière on vous met dans une loge, un projecteur qui s'allume sur vous. Et puis, bon, je me lève. Et
c'est un problème, la batterie est en train de décliner, donc on nous ramène d'autres micros. Oui, donc Lincoln. Au Lincoln, et donc la salle debout en train de chanter l'Internationale. C'était saisissant. Et des étudiants viennent me voir après et me disent, écoutez, venez avec nous, demain, on va occuper une maison. Et effectivement, je me suis retrouvé le lendemain avec 800 noirs, 800 familles noires, enfin, en train d'occuper, avec ses étudiants, la maison de l'archevêque de New York. Et c'était assez étonnant parce qu'ils étaient armés jusqu'aux dents. Et la première chose qu'ils ont faite, ils ont fait une crèche. Pas une crèche, un truc pour garder les enfants. C'était inouï. Donc c'est la première occupation de maison aux États-Unis, hein, dans la suite de mon film. J'ai passé un certain temps à ne pas pouvoir mettre les pieds aux États-Unis. Hein. Donc, je passais pas la frontière, quoi. Mais donc, ça, c'est pas très grave parce que j'ai vraiment pas envie d'y retourner en ce moment, donc tout va bien, quoi. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter le passage entre Coup pour coup, c'est le film de 1972, et le fait qu'ensuite vous passez à la production et que vous arrêtez aussi de faire des films. Comment ça se passe Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous n'avez plus... D'abord, Coup pour coup, l'aventure de Coup pour coup était vraiment tout à fait étonnante. J'étais photographe pour l'agence de presse Libération, qui avait monté un service photo. C'était avant Libération. La GP, ce qu'on appelle la gauche prolétarienne, avait monté cette agence de presse. Et il y avait Godard qui était photographe aussi, mais j'étais photographe. Et moi, je couvrais les luttes dans les usines. Et il m'envoie couvrir une grève de femmes, d'abord à Troyes et ensuite à Roubaix. Et là, je découvre quasiment les premières grèves de cette ampleur de femmes, d'ouvrières. Un monde extraordinaire, des femmes extraordinaires, qui menaient des luttes de façon totalement différente des luttes qu'on pouvait connaître. Elles n'étaient pas syndiquées, et donc elles inventaient des formes de lutte totalement différentes, nouvelles, généreuses, etc. Et en plus, elles apprenaient des choses à leur mari. Bon. Et je me dis, tiens, je vais faire un film là-dessus. Et je commence à travailler là-dessus. Et finalement, on tourne un film où on fait venir des ouvrières, en particulier de Roubaix, avec leurs familles. Il y avait 150 personnes sur le tournage. On n'avait pas un sou, quoi. Et on tournait avec d'abord... Alors, c'est des méthodes de tournage un peu particulières parce que j'ai utilisé des caméras vidéo. C'était en 72, 71. C'était vraiment très nouveau. Et je faisais répéter et travailler les ouvrières, enfin les scènes par les ouvrières avec la caméra. Je leur montrais, elles critiquaient et on reprenait. Et on tournait pour de bon. Bref, le film se tourne en 3 semaines, très très vite. Et là, quand il sort, c'est un énorme scandale, quoi. C'est-à-dire que chaque fois que le film passait dans une usine, si l'usine était sur le point de se mettre en grève, elle se mettait définitivement en grève. Si l'usine était sur le point de reprendre le travail, il se remettait en grève. Bref, ni les patrons ni les syndicats, que j'attaquais assez violemment dans le film, n'appréciaient, quoi. Et donc, impossible d'avoir des salles, etc., etc. C'était le MeToo dans un autre genre, quoi, avec des luttes, avec des ouvrières en lutte. Mais enfin, MeToo inversé, quoi. Et donc, enfin, je pense que je suis confus là, il faudrait que je m'explique. Enfin bon. Donc, le film est vu par des milliers d'ouvrières. Alors, donc, on met en place un système de projection. On avait acheté des projecteurs et on allait
d'usine en usine, de mines. On a beaucoup fait de projections dans les mines, etc. On fait des projections sur les draps de lit, enfin, des murs blancs, n'importe quoi, et avec des débats. Et ça devenait des meetings énormes. Et ça, en France, et puis ça a été aussi le cas dans le reste du monde. Donc ça, c'était une expérience très, très, très extraordinaire. Et Godard a fait un remake de ce film qui s'appelle Tout va bien, avec Yves Montand et Jane Fonda. Et c'était un échec total. Ouais, c'est pas très bien passé d'ailleurs avec Montand. Montand a été très amer suite à ce tournage. Alors justement, je reviens à cette idée de passage à la production. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous ne faites plus de films en tant que réalisateur? Est-ce que c'est une envie, enfin, un désir de réalisation qui vous quitte, ou est-ce qu'au contraire, vous avez d'autres envies qui vont s'exprimer par la production? Non, ça m'a pas du tout, ça m'a pas du tout quitté. C'est simplement, j'étais vraiment tricard. C'est-à-dire, j'étais sur une liste où je ne trouvais plus de travail du tout dans le cinéma. Et je ne pouvais même pas être assistant. Je ne pouvais même pas porter des câbles. Hein. Personne ne voulait de moi, quoi. Alors ça, c'était une des raisons. Deuxième raison, je ne trouvais pas de sujet. C'est-à-dire que c'est arrivé au moment où les luttes ont commencé à être beaucoup moins intéressantes. Il n'y avait plus cette espèce d'énergie que j'avais trouvée entre 72 et 73. Il faut bien dire qu'en 73, c'est la date d'ailleurs de la dissolution de la gauche poétarienne par Béné Lévy et ses potes. On n'avait plus, il n'y avait plus cette énergie du tout. Et donc, je ne pouvais plus travailler de cette façon. Il fallait que je travaille autrement. Et là, j'ai voulu faire un film sur ma famille, sur mon histoire, de 3 femmes, 3 générations de femmes. Je m'étais transformé en femme pour la 3e génération. Et je n'ai pas pu le monter du tout. Et donc, pendant 2 ans, j'ai été antiquaire. J'ai cherché un autre métier. J'ai appris le métier d'antiquaire, quoi. Et alors, comment vous en venez à la production de films? Ça a été long. J'ai commencé d'abord par être antiquaire, ensuite à trouver 3 restaurants, un restaurant qui était en faillite, pour en faire des salles de cinéma, parce que l'idée, c'était pas de faire des salles de cinéma, c'était de faire des lieux de contre-culture. Parce que je me rendais bien compte que la censure, elle ne venait pas de l'État en tant que tel, elle venait du système économique. Et c'était un moment où les grands circuits se mettaient en place, c'est-à-dire Gaumont, Pathé, UGC. Et vous voyez bien à quel point on était rejeté pour ces films qui étaient des films de contestation, de lutte, etc. Personne n'en voulait, en tout cas dans le système habituel. Et donc, il fallait trouver une autre façon pour les diffuser. Et donc, j'ai emprunté de l'argent au Crédit Hôtelier. Je ne sais pas si ça existe toujours, je ne crois pas. Et j'ai fait aménager 3 salles, une librairie, un lieu de débat. On faisait de la musique, on faisait des trucs insensés à la Bastille. Ça s'appelait les 14 juillet, le 14 juillet Bastille. Et on a ouvert le 1er mai. On était très attachés au symbole. Alors, je regarde l'heure. Avec beaucoup de gentillesse, on a mis une petite montre en face de moi. On est déjà arrivé quasiment à la fin du temps qui m'est imparti, parce qu'on est censé aussi dialoguer avec la salle. On a 1000 choses encore à raconter, donc on peut dire qu'on n'arrivera jamais à évoquer tous les sujets. Mais j'ai bon espoir que le public vous posera un certain nombre de questions qui ont trait à la fois à votre travail de producteur, aussi alors à la question de la pensée juive. Peut-être on peut terminer par une dernière question autour de cela. Quelle est la place qu'occupe aujourd'hui l'étude? Comment c'est revenu? Parce que vous avez évoqué la figure d'Henri Atlan qui a été essentielle, mais c'est revenu assez fort, il me semble, dans les années 90 et jusqu'à aujourd'hui. Donc quelle est la place qu'occupe pour vous l'étude? Et question subsidiaire, quel est le lien qu'on pourrait faire entre votre rapport
à l'étude et votre rapport au cinéma. Est-ce que l'étude nourrit votre réflexion, par exemple sur les images, sur ce qu'on peut montrer, ce qu'on ne doit pas montrer, sur une forme d'éthique? C'est deux questions un peu différentes et je vais essayer de faire court, mais c'est difficile. La question qui s'est posée pour moi, c'est qu'est-ce que c'est qu'être juif? Quelle identité j'ai? Qu'est-ce que c'est? Et donc, ce n'est pas des réponses qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Et donc, il fallait que je m'approche de cette réalité. Donc, j'ai eu ces chances énormes, d'une part de rencontrer Beckett, mais aussi de rencontrer Henri Atlan, et ensuite de rencontrer, grâce à mon beau-fils Nicolas Eliachev, un très grand rave, qui s'appelle Rav Grandstein. Et j'ai commencé à m'expliquer. Enfin, j'étais un élève, quoi, pour essayer déjà de me plonger dans le Chumash, le Pentateuque, et appréhender, et surtout passer à l'étape où je comprenais ce que c'était que... J'essayais de comprendre ce que c'était qu'être juif. Je ne sais pas si on comprend très bien, mais enfin, on peut s'approcher de ça. Et mettre en application, c'est-à-dire ne pas être simplement dans l'étude pour l'étude, ce qui n'est pas une bonne chose d'ailleurs, qui n'est pas spécialement conseillé d'ailleurs, mais tenter de mettre en application dans ma vie ce que j'apprenais avec, entre autres, Rav Grandstein. Alors, c'est passé par des étapes différentes, longues, comme Rav Grandstein travaillait à Nice, avait son école à Nice. Un jour, il venait une fois par mois à Paris. Un jour, je lui ai proposé de venir à Paris, parce que, en disant, il n'y a pas d'endroit pour étudier. Enfin, je n'en trouvais pas. Je trouvais des endroits qui ne me convenaient pas. Enfin, en tout cas, après l'expérience Henri Atlan, j'étais quand même projeté dans une certaine exigence et dans une demande différente de ce que je pouvais trouver à Paris. Et il est venu. Et là, on a, grâce à lui, mis en place une école qui s'appelle l'ADE, l'Association pour le développement de l'étude, qu'il dirige. Et j'en suis un étudiant modeste, parmi d'autres étudiants, plus brillants que moi, mais voilà. Et peu à peu, tout ça a pris sa place dans ma vie. Et donc, dans aussi mon rapport avec le cinéma et avec les images. Alors, c'était inconscient. C'est passé à une certaine conscience par exemple concret, je suis très profondément hostile aux films et je combats ces films-là qui montrent la violence en tant que spectacle et qui font qu'on prend, nous, en tant que spectateurs, partie dans cette violence et dans la destruction des corps, l'humiliation, et qui sont maintenant des monnaies courantes dans le cinéma, dans les séries mondiales. Et je pense qu'il faut combattre ces images-là, parce que c'est des images, ce qu'on peut appeler des images idolâtres. C'est des images destructrices du respect des autres, de l'humanité, de l'humanisme, et que il ne faut pas s'en faire le porte-parole, ni le porte-image, quoi. Et donc, très systématiquement, j'ai éliminé de tout ce que j'ai pu produire ce type de scénario, ce type d'image, etc. Et alors, j'ai essayé au maximum, parce qu'il m'est arrivé aussi d'être à côté de ces choses. Par exemple, avec Haneke, d'où mes relations très brutales que j'ai pu avoir avec lui, entre autres. Donc, si vous voulez, je donne des petits exemples. Ça demande évidemment des explications beaucoup plus complexes. J'essaye d'être simple, là. Mais disons, prenons la violence et voilà ce que ça donne. Dans le contexte de l'identité juive, qu'est-ce que c'est que cette violence?
Où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Qu'est-ce que c'est qu'une guerre juive, par exemple? Qu'est-ce que c'est que être étranger, résident ou israélien, etc. Donc c'est toutes ces questions que je ne peux pas résoudre spécialement, mais auxquelles je peux réfléchir avec d'autres pour essayer de progresser dans un calme relatif me concernant. Merci. Alors je voudrais surtout pas frustrer le public parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions et qui vont nous permettre un peu de prolonger cette discussion. Donc des micros vont pouvoir circuler, donc n'hésitez pas à vous signaler si vous avez une question. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez croisé la route de Jean-Pierre Melville. Non, j'ai tourné, parce qu'il louait ses studios, j'ai tourné dans ses studios, et je l'ai croisé parce qu'il était le gardien du studio, et il ouvrait la porte. Bonjour, Monsieur Marine McCartney. Merci pour tout ce que nous avez apporté au cinéma. Alors, moi, j'ai 3 questions très rapides. Vous avez été un grand producteur et vous êtes devenu uniquement, excusez-moi le terme, distributeur. Pourquoi avoir laissé la production, Chabrol, etc. En lien, vous avez parlé un petit peu de ça par rapport à Gaumont-Pâté. Vous êtes un indépendant. Comment vous avez pu rester un grand indépendant face à ces grandes familles, mais avec tout le contexte? Et puis une dernière question sur votre rapport au cinéma en termes de poids social. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le cinéma a toujours un poids social face, par exemple, au cinéma américain qui fait 15 fois le même film? Alors, il y a des très bons réalisateurs américains, Spielberg, David Lynch, etc. Mais comment vous voyez, vous parliez de l'éthique, le rapport au cinéma d'aujourd'hui, est-ce qu'il apporte toujours quelque chose? Et si vous avez des exemples de films qui vous ont marqué hier et il y a très très longtemps. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais peut-être commencer par la troisième des questions, puisque c'est d'actualité. On voit en ce moment, toute la presse en parle, qu'il y a des rachats massifs aux États-Unis et que le Warner est en train d'être disputé soit par Netflix et par la Paramount. Je vous rappelle que l'industrie du spectacle, la télévision, le cinéma, etc., est la première industrie exportatrice des États-Unis. Qu'une partie du cinéma mondial, c'est-à-dire 90% du cinéma mondial, parfois 100% du cinéma mondial, dépend des films américains. C'est-à-dire que c'est une machine à façonner la pensée. C'est une extraordinaire machine, justement, de propagande et qui, de temps en temps, a été limitée parce qu'il y avait des gens à l'intérieur de cette machine qui s'appelaient Hitchcock ou John Ford et d'autres qui se posaient la question en cinéaste et non pas en fabricant d'une pensée banalisée et terroriste. Mais qui maintenant sont quasiment disparus et qui laissent le champ libre à réellement ces usines de propagande. Et que nous sommes en danger. Nous sommes réellement en danger. Ce n'est pas les cinémas qui sont en danger, c'est nous qui sommes en danger, nos enfants qui sont en danger. Parce que c'est ce qu'ils voient toute la journée sur leur écran, dans les messages sur Internet, etc. Et que
cette situation, elle va être tranchée par Trump, et on connaît tous ce qu'est l'idéologie de Trump. Bon. Et donc, voilà. Alors, je trouve assez inquiétant que dans les journaux comme Le Monde, qui a consacré un grand article hier à ce problème, aujourd'hui, sur France Inter, ce matin, ils n'évoquent pas du tout cette situation-là et le danger que cela nous fait courir. Ce n'est pas les cinémas qui sont en danger. Ça n'a pas grande importance qu'ils soient en danger, en fait. Ce qui est en danger, c'est nous et nos enfants, de mon point de vue. Donc voilà déjà cette réponse-là. Par ailleurs, j'ai abandonné la production parce que j'ai eu la chance, là encore, de travailler avec des gens extraordinaires. J'ai travaillé avec les plus grands réalisateurs de ma génération. Et je suis arrivé, d'une part, à une certaine lassitude, parce que je ne trouvais plus de jeunes réalisateurs à la hauteur de ceux qu'étaient Godard ou René, Chabrol ou les frères Taviani, Kieslowski ou Kiarostami, etc. etc. Et je suis arrivé dans des rencontres qui m'étaient assez insupportables. Par exemple, celle de Keshish, qui m'a été tout à fait insupportable. Bon. Et donc, j'ai plus envie. J'en avais assez. Bon. Je voulais faire autre chose. Et donc, j'ai arrêté parce que, par faute de combattants, si on peut dire. Et ça, c'est la raison vraiment principale. Et la deuxième question, je ne sais plus. J'ai peut-être tout répondu aux trois questions. Ah oui, rester indépendant. Écoutez, j'ai justement, tous les ans, on fête Pessa et on apprend ce que c'est que d'acquérir la liberté. Et donc, c'est ce besoin d'être absolument libre. C'est arriver justement à pouvoir maîtriser les contraintes. C'est faire avec la contrainte. Comment transformer la contrainte, c'est le principal sujet même d'un film, enfin de possibilité de faire des films, c'est comment transformer la contrainte en zone de liberté. C'est-à-dire pas d'argent, des difficultés, etc., etc. Comment faire avec ça pour amener à ce qu'on soit dans la création et dans la liberté de la création. Et donc, c'est une lutte, c'est de la résistance. Il faut apprendre à résister. Mille pardons de revenir sur cette question Est-ce que vous pouvez lever la main complexe. pour qu'on vous voit? Mille pardons de revenir sur cette question ô combien complexe. Mais qu'est-ce qu'être juif pour vous? J'ai mis toute ma vie à essayer d'y répondre. Je ne peux vous répondre que par cette idée d'étranger résident. Alors, petite explication, étranger résident, c'est ce qu'a dit Abraham quand il est allé à la recherche d'un lieu pour enterrer Sarah, sa femme. Et il va dans un village qu'il connaissait, où les gens le connaissaient, et il dit aux paysans qui sont là, je cherche une terre pour enterrer Sarah, pour enterrer ma femme. Je suis un étranger résident parmi vous. Et il va acheter cette terre très chère, plus chère qu'elle ne valait. Et il se trouve aussi que c'est là où sont enterrés tous les sages, Abraham et ses fils. Même la tête d'Esav a roulé dans ce lieu. Et c'est ce qu'on appelle Hébron actuellement. Et donc, voilà, je pense qu'il faut repartir, replonger dans les livres avec quelqu'un et travailler sur la notion d'étranger résident. Parce qu'elle est complexe et longue à expliquer. Mais être juif, si vous voulez, je vous réponds par une autre bout de phrase, c'est une citation de Steiner, de George Steiner. Il disait que être juif, c'est être arrivé dans une maison et laisser cette maison en meilleur état quand on la quitte que quand on y est rentré. Bonsoir.
Moi, je suis très émue d'être là aujourd'hui parce que j'ai épousé un homme qui a mis de côté son brillant diplôme pour travailler chez Lazenec avec un salaire de misère. Après avoir rencontré Christophe Rossignon et Adeline Necalier, vous êtes son mentor. Vous êtes son mentor depuis 30 ans. Et moi, j'ai découvert le monde de Tran Anung grâce à vous. Et mon premier date, c'était Rashomon. Bon, voilà, autant dire que je n'ai pas tout compris au film à l'époque. Ma question... Déjà, voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis là parmi vous ce soir et que je vous entends parler. Est-ce que vous voyez encore une véritable liberté de création ou bien est-ce que les films sont désormais contraints par les plateformes, les formats et l'économie de l'attention? Et quels messages et outils vous pouvez nous donner pour éduquer nos enfants à un cinéma de qualité dans le monde actuel? Donc je ne parle pas de ce que vous avez dit sur Hollywood et effectivement cette machine à broyer. Ce n'est pas tant sur le fond que sur la forme en fait. On leur transmet tout ça comment? Et reste-t-il encore des libres penseurs pour porter la magie du cinéma dans les générations futures? Et je vous avoue que modestement, je ne sais pas comment répondre à l'ensemble de ces questions. Ce que je sais au fond de moi-même, c'est l'idée de résistance. C'est que je crois que étranger résident, ça veut dire aussi être capable de résister et de mettre en place d'autres pensées, d'autres façons de faire que celles qui nous sont balancées et qu'on a à subir toute la journée. Et donc il faut, secteur par secteur, lieu par lieu, idée par idée, trouver ce moyen d'être en mouvement. Être juif, pour moi, c'est aussi être en mouvement. C'est être dans cette idée, par exemple, qu'on construit un abri tous les soirs, un temple tous les soirs, et qu'on le démonte tous les soirs, et qu'on part avec ce temple sur les épaules, et qu'on le reconstruit constamment. Et qu'on ne le construit pas en dur, mais qu'on le construit en le démolissant. Et donc, si vous voulez, cette espèce de mouvement qui va vers la vie, qui est comme les fêtes juives qui vont de l'été vers l'hiver. Il y a 2 années, deux premiers de l'an, si on peut dire, dans le judaïsme, puisque vous avez Rosh Hashanah et puis vous avez Pessah, où vous passez de la nuit vers le jour. Et il faut que ce mouvement soit permanent et que vous arriviez à y être. Et donc c'est dans ce mouvement-là que vous pouvez trouver des solutions. Je ne pense pas que les solutions puissent venir de l'extérieur, si ce n'est dans une résistance collective qu'il faut organiser, dont il faut avoir conscience, au fascisme, ce qu'on appelle au fascisme, à la violence, à la haine, etc., etc. Bonsoir, non, c'est moi qui ai le micro. Parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de vous en tant que collectionneur. Donc j'avais envie de vous poser déjà une première question. Quelle est la première œuvre que vous avez achetée et pourquoi? J'ai commencé par la peinture. Mais quand je suis arrivé à Paris et que le dimanche j'allais à l'orangerie, j'étais devenu un très bon spécialiste de l'impressionnisme. Enfin, un spécialiste. Et donc, j'ai commencé par la peinture, ensuite des dessins, et ensuite la photo seulement en 2000. Parce que pendant tout un temps, j'ai haï la photo. Ça ne se voit pas dans les collections que j'ai pu montrer. Mais pendant tout un temps, je détestais ça. Mais à cause d'une aventure un peu longue à expliquer, on n'a peut-être plus le temps. En 2 mots, je faisais des reportages pour l'agence de presse Libération. Je couvrais l'usine Renault, Billancourt, où il y avait une grande violence. Et chaque fois qu'il y avait des distributions de tracts, etc., et qu'il y avait des journalistes ou des gens qui faisaient des photos, ça devenait de plus en plus violent. C'est-à-dire que la présence du journaliste, la présence de la presse, faisait monter la violence. Un jour,
on me demande d'aller faire des photos pour une distribution de tracts. C'était le jour de la sortie de mon film Coup pour coup. Et je ne pouvais pas y aller. Ils envoient un jeune garçon qui avait 17 ans à l'époque pour me remplacer. Et je lui demande qu'il soit protégé. Parce que je venais de d'avoir 3 appareils cassés ou 4 appareils cassés. Enfin, c'était vraiment, j'ai jamais eu aussi peur que chaque fois que j'allais à Renault faire des photos, quoi. Et il désigne un jeune garçon pour prendre ses photos, pour protéger ce jeune photographe. Et un garde de Renault lui tire dessus et le tue. Et donc, il s'appelle Pierre Auvernay. Et donc, j'ai rangé mon appareil photo et puis j'ai mis très longtemps à le ressortir de son sac. Enfin, j'ai jamais ressorti de son sac, d'ailleurs, j'ai acheté les photos des autres. Alors, je ne vois pas s'il y a d'autres... Oui, je vois qu'il y a encore 1 ou 2 questions par ici. On a peut-être le temps encore, Joseph, pour 1 ou 2 questions, c'est ça? Ouais. Bonsoir, merci. Je suis juste là. J'avais une petite question. Selon vous, quelle place prend le pays, l'État, qu'importe, que prend le concept d'Israël quelle place prend ce concept dans l'identité juive, en fait? Parce que vous l'avez brièvement évoqué, votre approche de Haïfa, on va dire. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Je pense que c'est une place pour chacun d'entre nous qui est une place différente. En ce qui me concerne, je considère que je suis un juif de la diaspora, très attaché à la diaspora, que je suis français et juif. Et j'ai essayé d'expliquer comment j'ai essayé, à partir de la réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'être juif, comment essayer de guider mon travail ou ma vie quotidienne ou un certain nombre de réflexions. En ce qui concerne Israël, je ne sais pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est un pays avec une terre. La seule chose que je sais, c'est que j'ai souvent entendu mon maître Rav Goldstein dire qu'il n'y a pas de terre sacrée, pas de ville sacrée et pas de livre sacré. Donc je vous laisse réfléchir à cette question. Pardon. Oui, vous avez dit tout à l'heure que être juif, c'est être en mouvement. Vous avez parlé de diaspora à l'instant, et j'ai une question. Quelle place a pris l'exil dans votre travail, dans votre trajectoire? Est-ce qu'il y a un bout de votre terre natale qui est resté avec vous? Quelle place a pris l'exil? Est-ce que votre terre natale est restée avec vous, vous a accompagné? La Roumanie, si vous voulez, c'est resté comme les odeurs des tilleuls. Elles arrivent 1 fois par an, mais c'est tout. Chaque fois que j'y retourne, je suis malheureux de voir ce qui est en train de devenir ce pays, c'est-à-dire de nouveau un pays profondément antisémite, profondément fasciné par le fascisme. Des gens qui sont sans morale, qui volent, qui mentent, et qui sont très heureux et qui aimeraient bien être associés avec la Russie pour une partie d'entre eux, qui est de plus en plus majoritaire. Et donc, je trouve que c'est des gens qui n'ont pas tiré, ou qui n'ont tiré aucune leçon de l'histoire, et que c'est très dommage. Donc, je suis assez dur par rapport à ces pays qui ont éliminé les 350 000 morts de leur histoire. J'étais, il y a 1 an, pour faire des conférences. Il me faisait un hommage là-bas. J'avais emmené les enfants là-bas. Et j'ai essayé de leur parler à chaque fois. Chaque fois que je prononçais le mot juif, je les voyais baisser la tête. Et quand je prononçais le mot Ceausescu, d'ailleurs, ils baissaient la tête aussi. Et donc, des gens, des femmes, des enfants qui baissent la tête tout le temps, c'est insupportable.
Marine, tu as eu une vie extrêmement riche. Moi, je me demande s'il y a quelque chose que tu regrettes vraiment de ne pas avoir fait. Oula, quelle question. Je ne me la suis jamais posée, cette question. En fait, j'ai toujours fait tout ce que je voulais. Enfin, j'ai essayé de faire ce que je voulais. C'est pas que j'y ai réussi, mais enfin, j'ai tenté de faire ce que je voulais. Non. Par exemple, j'ai fait des expositions. Je rêvais de faire des expositions. Je fais des expositions. Et j'adore ça. J'ai remplacé mes films par des expositions. Je fais des films d'une autre façon, quoi. Donc, non, la seule chose que je regrette de ne plus faire, c'est des films. C'est la réalisation, mais c'est un très, très, très vieil, très, très, très vieux regret. Très difficile. Alors on va rester sur ce regret, mais peut-être aussi le constat de tout ce que vous avez fait en dehors de ces films que vous n'avez plus fait, mais tous les films que vous nous avez donnés, que vous avez rendus possibles, et que vous avez aussi rendu possible en termes de structure, c'est-à-dire la possibilité d'aller voir des films. Moi, je pense à ce que vous avez fait, par exemple, à Stalingrad, ce quartier qui était un carrefour du crack, et qui, notamment avec les cinémas Ketsen, a été réinvesti. Donc c'est aussi cet apport que vous avez fait à la vie de... Oui, mais vous voyez, Stalingrad, c'est intéressant parce que ce quartier était... les gens étaient dans la peur, vivaient dans la peur. On fait ces salles, que tous les gens disaient que j'étais fou de faire ça. Je ne trouvais personne pour ouvrir un restaurant parce que tout le monde avait peur. Et donc, ces salles ont combattu la peur. On fait reculer la nuit. Mais en même temps, ce quartier, qui était un quartier populaire, très vivant, s'est transformé en quartier bobo. C'est-à-dire qu'on essaye, on pense bien faire, et on introduit en même temps le ver dans le fruit. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et ça, c'est justement une des conditions du judaïsme, c'est d'être en même temps, je crois, poussé à essayer de transformer le monde, de transformer les choses, et en même temps, il faut avoir conscience qu'on met en même temps en danger. Et donc, c'est très difficile, ce double rapport du mal et du bien, si on veut, et qui sont liés dans la même action. Je pense que on va rester sur cette réflexion sur la difficile liberté.